Radio Cam, bonjour à tous et bienvenue pour notre 4e et dernière émission de l'année. On espère que toutes ces émissions vous auront plu, on vous retrouvera avec plaisir à la rentrée et peut-être cet été pour de nouveaux podcasts. Si vous souhaitez vous engager dans le club l'année prochaine, n'hésitez pas à venir nous voir un jour ou à laisser un petit message. On sera à la rentrée en septembre, donc venez nous voir si vous en avez envie. On sera très content de vous accueillir. Aujourd'hui, dans l'interview du jour, nous retrouvons Frère Palu qui quitte bientôt les cams. Mais avant cela, nous vous proposons d'écouter un enregistrement du club Aéro qui vont vous présenter leur activité durant les Tech Days. Et pour le Best of Ecam, nous vous proposons d'écouter Lucas Basmadjian, membre du BDS, qui vient vous parler d'Olympecam et du sport en général à l'ECAM. Donc je suis ici avec Mayalène et Nathan qui font partie du club Aerospace. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre club, quoi consistent vos projets? Eh bien, au club Aerospace, on a plusieurs projets qui allient différentes disciplines comme la mécanique, l'informatique, l'électronique, donc c'est très varié. Alors, cette année, on a entrepris 3 projets. Le premier déjà, c'est une fusée à carburant solide. On a un orbite d'à peu près 400 mètres d'altitude, ce qui est assez haut, voilà. Ensuite, on fabrique un jet, on fabrique une aile volante, polystyrène. Et enfin, on a le gros projet du club, qui est une compétition nationale. Et je vais laisser Nathan, le chef de ce projet, vous décrire plus précisément ce projet. Donc le principe c'est de faire un dirigeable. On a reçu une enveloppe de Flying Whales, qui est une entreprise qui fait des dirigeables de 200 mètres de long. Et ils font appel à nous, des étudiants, pour en faire des miniatures. Donc le nôtre il fait 6 mètres de long et on doit construire une nacelle et un système de propulsion qui va avec. On a une équipe et on se retrouvera le 9 juillet à Bordeaux pour faire voler ce dirigeable avec d'autres équipes qui viennent de toute la France. Et pour ça, on va devoir tout construire nous-mêmes et on recrute. Donc si vous voulez participer au projet, n'hésitez pas à venir et vous pouvez suivre aussi l'avancement sur notre Insta Aéroclub Ecam. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou si vous avez envie et à les suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Merci à vous deux. Merci. Et vous l'aurez compris, le club aéro est très actif sur le campus, tout comme le BDS, représenté par son futur président, Lucas Basmadjian, qui est venu sur notre émission. Et place maintenant au Best of Ecam. Nous accueillons aujourd'hui Lucas, délégué de la promotion Ecam Engineering 3, devenu récemment le nouveau président du BDS de l'Ecam. Il a aussi été organisateur de l'Olympecam. Alors Lucas, d'abord, merci d'être là. Quel est ton retour sur cet événement sportif ? Alors pour l'Olympecam, on a eu énormément de retours. C'est un nouvel événement, donc on voulait savoir ce que les étudiants ils attendaient eux aussi de l'événement. Dans l'ensemble, tous les retours sont positifs, vraiment tout le monde a adoré. Pour les années suivantes, on aura des changements à faire quand même, parce que faut reconnaître que l'organisation était un peu compliquée, il fallait tout mettre en place, on n'avait pas de repères, on n'avait rien. Mais au niveau de la com, c'était un peu chaotique, faut quand même reconnaître. Les activités, il y avait des choses qui étaient un peu mal organisées ou en fonction de l'emploi du temps. Dans l'ensemble, on va essayer de garder le même modèle de activité collective, activité individuelle, pour que tout le monde puisse quand même conserver des points au sein de leur équipe. Et puis la Garden a vraiment plu, donc ça on est très content, la remise des médailles, les gens, le fait qu'ils gardent leur t-shirt, qu'ils gardent tous leurs goodies, c'était vraiment super. Faut pas oublier que cet événement il a été financé avec la CVEC, elle sert à financer d'autres projets, entre autres Olympecam, pour le citer. Donc c'est officiel, il y aura une saison 2 l'année prochaine. Ouais, donc c'est officiel évidemment, Okay. Il y aura une saison 2 qui est dans les plans. Donc si ça vous tente, vous n'hésiterez pas, on l'espère, à y participer. Ouais. Tu es aussi le nouveau président du BDS. Alors quelles sont tes nouvelles fonctions au sein du BDS ? Alors, en tant que président, en fait, si vous voulez, on va vraiment tout gérer. Donc tout ce qui est administratif, aussi bien que tout ce qui est non administratif. C'est quand même un gros pôle, parce que le BDS, il regroupe énormément de clubs. Le club fitness, les pompons, tous les sports dépendent de nous. Donc, nous, on gère vraiment tout ce qui est l'organisation. On va voir s'il y a certains clubs qui vont continuer. Je pense par exemple au club Aviron. On va voir s'il y en a d'autres qui vont se créer, ce serait bien. Petite pensée au foot féminin qui, cette année, il n'y a pas eu vraiment de foot féminin. Donc ce serait bien que l'année prochaine, on insiste aussi sur le sport féminin en particulier. Et que, faut venir. Les séances, elles sont super bien. On a des super coachs. Et puis c'est un moment de solidarité entre nous. C'est de l'entraide. C'est du sport, donc c'est tout ce qu'on aime. Il y a certains clubs qui auront des budgets qui vont un peu augmenter. Je pense notamment au club Pompon, qui fait du super travail et puis qui est bien lancé. Donc on va les encourager. Par rapport aux activités qu'on va proposer, on va mettre en place des nouveaux événements. Je pense qu'on va faire... on essaiera de faire une soirée à thème, sûrement autour du sport, où tout le monde vient habillé en sportif. On va beaucoup plus ramener le sport sur le campus. On va essayer de faire des séances affronte le staff du BDS, par exemple. On pourra faire des courses en ville, tout ça, aller courir ensemble. Ce serait bien. Moi, c'est ce que j'aimerais bien faire. C'est un groupe des camiens qui va courir tous ensemble. Et tout le monde peut se joindre à eux, peu importe le niveau. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et après,
gérer tout ça, faire un point sur le matériel aussi, parce que pour ceux qui nous écoutent, le matériel, chaque année, il faut faire le point. Les maillots aussi, c'est souvent un sujet qui revient très souvent. Donc voilà, c'est un poste qui est intéressant, parce qu'on apprend plein de trucs. Il y a à la fois de l'humain et du matériel, il y a un peu de tout. Vraiment, enfin, moi j'insiste sur le fait que on doit continuer à faire du sport, parce que pendant le Covid, on était tous chez nous, c'était pas évident pour certains, même psychologiquement, c'était pas fou. Donc faut vraiment continuer à faire du sport. Faut continuer à reprendre le sport, même si on n'est pas super fort dans les sports, faut vraiment s'inscrire. Puis de toute façon, le sport, c'est du partage, donc pas besoin d'être champion de France de volley pour venir aux entraînements de volley. C'est accessible à tout le monde. Et puis le but, c'est aussi d'apprendre de nouveaux sports. On peut découvrir de nouveaux sports. Je pense notamment, par exemple, ceux qui n'ont jamais fait de rugby, ceux qui n'ont jamais fait de foot, vous venez. Il y a des séances compétition, évidemment, où là, il y a une licence. Et il y a des séances loisirs. Et les séances loisirs, c'est vraiment ouvert à tous, peu importe le niveau. Donc moi, j'encourage vraiment tous les Acamiens à faire du sport, parce que premièrement, c'est vraiment un plus dans la vie étudiante. Vous rencontrez plein de personnes qui sont de différentes promos, vous faites des amis, puis même c'est aussi un moyen de se vider la tête après une semaine un peu compliquée parfois. Donc le sport, c'est super important, j'insiste encore là-dessus, il faut vraiment en faire. Puis on espère vous compter parmi nos licenciés au bureau des sports l'année prochaine, en pleine forme. Donc voilà, vous l'avez compris, petit changement au sein du BDS, un appel à de nouveaux sportifs, pourquoi pas pour la rentrée prochaine. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce best-of et on vous retrouve pour la suite pour le portrait. Et merci Lucas d'avoir représenté le BDS lors de cette interview. Nous retrouvons maintenant Frère Palu qui a gentiment accepté de venir nous en dire un peu plus sur lui. On se retrouve maintenant pour l'interview du jour avec Frère Palu. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'inviter. Je voulais commencer cette interview par vous demander comment est-ce que, en fait, on devait vous appeler. Est-ce qu'on doit vous appeler Monsieur Palu, Frère Palu, ou Frère Joël, ou Joël. Qu'est-ce qui vous va le mieux? Je sais pas. C'est peut-être une de mes frustrations en partant de l'ECAM d'avoir signé tous mes mails frère ou brother, donc bro en anglais dans la filière engineering. Et alors, donc les gens ne savent pas comment s'en sortir avec cette appellation. Alors frère, ça me va très bien. Joël, ça va très bien aussi. Frère Joël aussi. Voilà. Monsieur, ça fait toujours un peu, ça me surprend un peu. Mais alors, du coup, on connaît pas trop le mode d'emploi. Hein. Alors, au bout de 4 ans que les gens aient eu affaire à un frère et sachent toujours pas s'il faut dire frère, monsieur, c'est amusant. Bon, je vous appellerai frère alors Voilà, dans ce cas-là. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en 2-3 mots d'où est-ce que vous venez? 2-3 mots. Oh, breton, pur porc. Breton pur porc, d'accord. Voilà, Finistère, voilà, un pied dans l'eau et un pied sur terre. Voilà. Je suis natif de Quimper, en fait. D'accord, Quimper. Donc avec tout ce qui va avec, Voileux, les Glénans, voilà. Les Queen Yaman et tout ce qui s'ensuit. Absolument. Alors, pur porc et pur beurre aussi. Alors. Oui, forcément, oui. J'ai cherché à vous décrire pour introduire cette interview. J'ai trouvé des choses assez impressionnantes et je pense que la liste n'est pas finie. Alors, pour n'en citer quelques-unes, donc vous êtes frère, enseignant. Vous avez fait des études de commerce international, d'audiovisuel, de théologie. Oui. Vous avez une licence en langue, civilisation hispanique en plus du CAPES d'espagnol. Vous avez également été casque bleu, infirmier pendant la guerre au Liban et vous avez voyagé dans plus d'une vingtaine de pays. Vous êtes actuellement adjoint au directeur du programme engineering jusqu'à la fin de l'année scolaire, puisque vous nous quittez. Vous avez été élu par la communauté des frères des écoles chrétiennes en tant que conseiller général à Rome. Alors pour que tous ceux qui nous écoutent apprennent à vous connaître un peu plus, je vous propose de commencer cette interview chronologiquement en parlant de votre service militaire et de vos engagements, si vous le voulez bien. Oui. Oh, mon service militaire, c'est un épiphénomène, mais j'ai déjà répondu quelquefois à des interviews et on accentue un peu cet aspect-là c'est un peu, Rambo est devenu frère, quoi. Bon. Donc c'est un peu amusant. Par contre, non, je trouve que entre le moment où la formation pour devenir frère, je m'étais posé la question au début des années 80, et puis donc il y a tout un processus de formation dans un institut religieux. Donc j'ai passé 2 ans comme postulant. On appelle le postulant, quelqu'un qui rentre dans une communauté qui regarde mais qui garde complètement son indépendance, histoire de voir comment ça se passe. Si j'en faisais partie, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, il faut déjà se sentir heureux. Et puis après, il y a une étape de formation un peu plus formelle qui s'appelle le noviciat. Mais entre les deux,
voilà, j'arrivais au bout de mon sursis comme étudiant, et donc il fallait bien que je me débarrasse, entre guillemets, de mon service militaire. Puis ça n'a pas du tout marché comme prévu, j'avais un piston formidable pour aller faire mon truc planqué dans un coin, et puis en fait il y a eu une erreur administrative, voilà, qui m'a envoyé au 1er régiment d'infanterie de marine. Voilà, j'ai fait le diplôme d'infirmier, voilà, peloton d'élèves gradés, et puis dans la foulée, il y a eu 6 mois de casque bleu au Liban. Et c'était une époque, ça a été une époque très marquante dans ma vie, parce que ça a été une espèce de rappel à la réalité, quoi. Ouais. Bon, être frère, ça a un côté un peu bisounours, comme ça, un peu sympa, puis de se retrouver tout d'un coup dans un pays en guerre, enfin, comme infirmier, donc j'ai surtout travaillé avec des civils, des victimes d'attentats, de bombes, de choses. Bon, tout d'un coup, c'est un rappel à la réalité, en se disant, c'est vraiment dans ce monde-là que tu veux bosser, quoi. Pas seulement voir les côtés un peu roses, voilà, Jésus vous aime, chouette. Non, le vrai monde, c'est celui-là, quoi. Dans ma démarche, dans ma décision de continuer de devenir frère, ça a compté sur moi. Du coup, ça a renforcé votre volonté Oui, et d'agir. puis de se retrouver aussi avec des jeunes, pas forcément la clientèle qu'on imagine, les jeunes scolaires, etc. Mais voilà, se retrouver à soigner des enfants qui venaient de perdre une jambe sur une mine ou des choses comme ça, c'est voilà, des situations d'extrême fragilité humaine aussi, qui rend attentif à certaines dimensions des personnes auxquelles on n'est pas forcément attentif si on a une vie bien réglée sans histoire. Est-ce que c'était votre premier grand engagement dans une cause ou vous aviez déjà fait des actions? C'était peut-être Là, la pour le coup, première plus marquante? c'était pas tellement. Oh, j'avais fait des choses dans le domaine de l'association, enfin du volontariat, des choses de ce genre-là. Mais là, c'était pas vraiment un engagement. C'est-à-dire, mon régiment partait, j'ai suivi, mais une cause qui s'est imposée à moi d'une certaine façon, mais qui a été finalement très positive et très marquante, quoi. Difficile, humainement, physiquement, psychologiquement, mais ça ouvre les yeux sur des réalités du monde auxquelles on n'est pas confronté, quoi. J'avais entendu la génération de mes parents parler de la guerre, voir la réalité de ce que c'est autre chose que la version Hollywood, quoi. Et ça vous a sans doute amené vers d'autres missions, surtout en tant que frère après. Donc vous avez prononcé vos vœux en 1993, si je me trompe pas. Perpétuel, voilà. Voilà. Je suis engagé à vie. Jusque-là, on est prudent, hein, on fait des vœux progressifs en disant, voilà, je signe le contrat pour 2 ans, pour 1 an, et puis on décide de renouveler ou pas. Après, c'est tout le discernement. C'est pas un style de vie qu'on choisit comme ça à la légère, quoi. Et du coup, voilà, vous devenez frère définitivement. Voilà. Et vous participez à de nombreuses causes et missions. Je pense notamment à votre engagement auprès des enfants de la rue au Rwanda, au centre de Indiganda, Indiganda, qui est au service des enfants de la rue au sud du Rwanda. Là-bas, vous y accueillez des enfants en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien de ces enfants et quelle était votre mission là-bas? Alors, ça faisait suite. J'étais chef d'établissement à l'époque à Saint-Étienne, donc directeur d'un lycée, même dans l'enseignement supérieur. Mais je passais déjà mes étés à amener des étudiants et des élèves dans des camps, mais en Côte d'Ivoire, là. Et je travaillais avec beaucoup d'enfants de la rue, des enfants qui vivent vraiment sur le trottoir. Des SDF, si on veut. Enfin, chez nous, c'est assez rare de voir des SDF tout seuls à l'âge de 7 ou 8 ans. Et quand est arrivé la fin de mon mandat comme directeur à Saint-Étienne, j'ai dit, j'ai demandé aux frères, j'aimerais bien me consacrer à temps plein à cette action d'enfants de la rue. Comme prof d'espagnol, ça devait être l'Amérique latine, et puis il se trouve qu'un frère a fait défaut dans ce centre Iniganda, qui se trouve au sud du Rwanda, là, et puis on m'a dit, d'accord pour les enfants de la rue, mais ce sera le Rwanda. C'était l'époque, c'est juste 10 ans après le génocide, donc c'était le pays où il y avait la plus forte proportion d'orphelins au monde, du fait du génocide de 94, qui a fait 800 000 morts officiellement, probablement plus. Le quotidien de ces enfants, c'est d'être à la rue, c'est beaucoup qui sniffent, qui respirent de l'essence, ou qui se shootent à la colle pour essayer de tenir, voilà, qui font la mendicité, qui ont un état sanitaire catastrophique, quoi. Bon, c'est la première fois, la seule fois d'ailleurs dans ma carrière donc j'ai recruté, si j'ose dire, des enfants en allant faire les poubelles, quoi, parce que vous les trouvez à 11h du soir en train de se disputer des restes des restaurants, des choses de ce genre-là, quoi. Donc là aussi des situations humaines très très impactante, quoi. Mon job, c'était principalement la gestion de ce centre qui recevait à l'époque autour de 120 enfants, c'était énorme. Je m'occupais surtout de la réinsertion professionnelle de jeunes, parce que certains pouvaient essayer de les remettre
sur un circuit de formation classique. Il y en a qui étaient pressés, parce que on les accueillait dans le centre, ils avaient 13-14 ans, puis on voyait qu'ils étaient pressés d'aller bosser quand même, voire ils s'échappaient du centre tout le temps pour continuer à travailler de leur côté, à vendre des tickets de bus ou des cartes de téléphone, des choses. En fait, ils ne nous le disaient pas forcément, mais ils avaient les petits frères, les petites sœurs déjà à leur charge. C'était des enfants de 12-13 ans qui n'avaient plus de parents et qui avaient leurs petits frères et sœurs à charge. Donc c'était des situations. Donc là, orientation professionnelle. Vous y êtes resté combien de temps là-bas? J'y suis parti pour 3 ans qui ont duré 5 ans et demi. Parce qu'il fallait aussi préparer la transition, transférer aussi les compétences sur des personnes qui allaient prendre la suite. Et, voilà, et le centre continue. Je garde des souvenirs et des relations encore. Facebook pour ça, de temps en temps, les anciens que j'ai connus, qu'on a ramassés pour le coup sur le trottoir et qui maintenant envoient la photo de leur mariage, de leur premier enfant. Bon, c'est émouvant. Est-ce que vous pourriez nous raconter un de ces souvenirs ou une petite anecdote sur cette période? Pas une anecdote isolée dans le temps, mais ça aussi éclaircit ma manière de voir les choses. Donc on l'a rappelé, j'ai fait mon diplôme d'infirmier là, quand j'étais militaire. Bon. Et donc, quand j'arrivais là-bas, un des moyens de prendre le contact avec les enfants dans la rue, c'était de me balader avec ma trousse et puis de soigner. Je faisais de la bobologie des gamins qui étaient sur le trottoir. Et je repère à l'entrée du marché avec un éducateur. Je parlais pas le Kinyarwanda suffisamment à l'époque. Et ce gars-là avait ce qu'on appelle un éléphantiasis, c'est-à-dire vraiment une jambe complètement gonflée. Et il était là avec ses plaies ouvertes, puis il faisait la manche. Je lui dis, tu vas finir par perdre ta jambe, c'est pas possible. Donc je lui fais des pansements propres. Et voilà, il me fait un grand sourire. Et le lendemain, je repasse, et au même endroit, qui avait bien entendu arraché tous les pansements. Bon. Et je lui dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et le gamin parle à l'éducateur qui était avec moi, en Kinyarwanda, puis je reconnais 2 mots au passage, Inchut, qui veut dire ami, et Umuzungu, qui veut dire le blanc. Attends, j'ai dit, il est question de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ce jeune dit, il est marrant ton ami blanc, il a envie que je meure de faim mais en bonne santé. En fait, ses plaies, c'était son gagne-pain, quoi, parce que c'était ça qui suscitait la pitié, et c'était ça qui faisait que les gens lui donnaient, s'il se baladait au marché avec des pansements tout propres, personne n'allait lui donner de l'argent. Et donc ça m'a aussi appris on ne traite pas un seul aspect d'une personne. On va pas traiter le bobo si l'assiette n'est pas pleine. Et ça reste valable aussi pour les étudiants, ça vous dit quelque chose pour les CAM, hein, si on prend pas en compte la globalité de la personne avec tous les problèmes qu'elle peut avoir en dehors du campus. Quelquefois, on passe complètement à côté de la copie, quoi. Le problème, c'est pas la moyenne de physique, quoi. Le problème, c'est que son copain vient de la plaquer et qu'en ce moment, elle a vraiment autre chose à penser et que c'est ça la vraie vie, quoi. Donc, si on coupe les personnes en tranches et qu'on prend pas la globalité, on risque d'être à côté de la plaque et en ne voyant que la petite portion du problème. Et donc, ce jeune, il a fallu l'aider, mais aussi avoir une formation professionnelle. Il a gagné de l'argent autrement qu'en montrant ses plaies. Autrement, il se serait jamais soigné. Voilà. Une anecdote qui éclaire un peu sur la vie. Oui, merci beaucoup pour cette anecdote. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu différent par rapport à cette anecdote. On voulait vous demander, donc vous parlez plusieurs langues. C'est un peu mon gagne-pain. Oui, voilà. Comme prof d'espagnol, voilà. Est-ce que vous parliez donc aussi de la difficulté de la langue dans votre anecdote. Comment est-ce que vous communiquiez là-bas? Et est-ce que ça a contribué à l'apprentissage de plusieurs langues toutes ces missions Alors, le Kinyarwanda, c'est vraiment une langue qui est aussi complexe que le chinois. C'est une langue à ton, c'est une langue bantou, c'est un univers complètement. Donc, j'ai pas vraiment maîtrisé le Kinyarwanda. J'ai vraiment appris des batteries de phrases toutes faites pour réussir à me débrouiller, à faire face à toutes les circonstances. J'ai jamais maîtrisé la langue au point de pouvoir tenir une conversation spontanée, partant dans n'importe quelle direction, parce que c'est vraiment une langue extrêmement, extrêmement complexe. Mais oui, sûrement, le fait de rentrer dans des cultures différentes, même si l'apprentissage est minimal, ça apprend une autre manière de voir et de considérer le monde, quoi. Anecdote, évidemment, j'ai demandé aux enfants du centre de m'apprendre quelques mots, et ils étaient très contents de me donner des leçons, et puis le soir, rentré à la communauté, j'étais tout content de glisser la phrase dans la conversation avec mes confrères rwandais j'étais le seul européen dans la communauté, quoi. Et je voyais des airs consternés en disant, non, ça vraiment, tu le gardes pour non, c'était d'une grossièreté épouvantable. Donc le lendemain, quand j'ai passé un savon à mes professeurs, soi-disant qui m'avaient appris des trucs utiles, ils se marraient parce qu'ils étaient bien contents de m'avoir fait dire des énormités. C'était du l'argot des enfants de la rue, quoi. Donc en fait, l'apprentissage d'une langue, ça dépend du niveau de langue, des situations et de qui est le prof, quoi. Avec le genre d'enfants que je fréquentais, j'ai surtout appris de l'argot, mais probablement pas des choses à sortir.
Qu'est-ce que vous conseillerez à des élèves qui veulent faire de l'humanitaire? Alors, l'humanitaire, c'est une question complexe. Il y a peu de temps, des clubs de l'ECAM là, qui avaient organisé un débat là-dessus intéressant. Attention, l'humanitaire, c'est vraiment un métier. Ça demande vraiment un long apprentissage. Voilà. Participer à une cause solidaire, même en allant 3 semaines dans un pays, donner un coup de main sur autre chose, est-ce que c'est faire de l'humanitaire? Attention, quoi. Ça s'est vraiment tellement professionnalisé, ne serait-ce que pour être dans les cadres de respect éthique d'un certain nombre de normes internationales. Voilà. Vous direz pas d'un gamin que la première fois qu'il a fait de la trottinette, c'était ses premiers pas en Formule 1. Enfin, tant mieux s'il a fini en Formule 1, mais voilà. Une action solidaire, c'est pas l'humanitaire. L'humanitaire, c'est vraiment un secteur qui s'est énormément professionnalisé, etc. Bien, ceux qui veulent s'engager dans l'humanitaire, il y a de très très bons compléments de formation, même après un diplôme d'ingénieur. On peut tout à fait se spécialiser dans les domaines que ce soit de logistique, des aspects techniques, où on a besoin effectivement de gens qui ont cette vision-là. Mais ça me paraît intéressant, même à l'ICAM, il y a eu un embryon avec l'opération Ukraine, là. Il y a place pour développer ce feeling là, chez les ingénieurs, parce qu'il y a une réserve de générosité dans votre génération, alors qui ne va pas forcément s'inscrire dans le temps. Faire de l'humanitaire, c'est vraiment y consacrer quelques années, sinon là aussi... on fait que voir la surface, quoi. Il faut vraiment gratter un peu le vernis. Puis il faut durer dans ce genre de situation. C'est facile de faire le sauveur pendant 3 semaines, quoi. C'est autre chose et ça vous affecte d'une autre manière si vous y passez 1 an et demi, 2 ans. Il faut le temps de comprendre, rentrer dans la culture, rentrer dans les problématiques. Dépasser les solutions qui dans notre tête d'occidentaux, ont l'air d'être les bonnes et qu'on a envie de plaquer sur une réalité qu'on n'a pas vraiment comprise. En parlant justement donc de ces missions, qui est-ce qui vous les donne? Est-ce que ce sont le Vatican, votre ordre? Alors, ça nous entraîne dans une question un peu large, mais disons, le Vatican, c'est le sommet de la pyramide, si on veut, de la structure ecclésiale hiérarchique, le pape, les évêques, les prêtres. Nous avons une structure qui est complètement indépendante et qui est complètement parallèle. Voilà, vous vous rappelez tout à l'heure dans la présentation que j'étais nommé conseiller général. C'est déjà indiqué, c'est conseiller général 2022-2029. Chez nous, il y a des dates de péremption sur l'émission, vous voyez. Donc ça veut dire, alors que quand un évêque est nommé évêque, il l'est pour toute sa vie. Enfin, chez nous, non. C'est un mandat, on est très démocratique, on choisit nous-mêmes nos supérieurs, on le fait dans le cadre de désigné comme conseiller général, pour un mandat d'une certaine durée, et puis après on retourne à la base, quoi. Alors avec le Vatican, évidemment, on collabore forcément de manière assez étroite, pour répondre à un besoin local, pour lequel un besoin éducatif, par exemple, un diocèse, une région, quelqu'un attire notre attention sur une situation éducative d'urgence à laquelle il faut répondre, on peut s'adresser à nous, et puis ça arrive pour quelques opérations de coup de poing de temps en temps, voilà, il y a quelque chose à monter d'urgence, parce que, je sais pas quoi, il y a eu un conflit, il y a un camp de réfugiés, il faut monter de l'alphabétisation, ou s'occuper des enfants pendant que les parents ont d'autres soucis pour remplir la gamelle. Collaboration plus au long cours, mais nous, on a une structure vraiment de prise de décision qui n'est pas, qui dépend pas du Vatican. Est-ce que vous avez un droit de regard sur ces missions? Est-ce que vous avez le droit d'indiquer vos préférences, même de refuser une mission? Alors, ma nomination, c'est la récente nomination, là, c'est le bon exemple. Comme religieux, parmi les vœux que l'on fait, voilà, il y a celui d'obéissance. Alors ça se passe en bonne intelligence, parce que si on m'avait nommé professeur de chinois à Hong Kong l'année prochaine, j'aurais peut-être dit que ça sentait l'erreur de casting quand même. Oui, oui. Donc voilà, on fait vœu d'obéissance, ça veut pas dire qu'on dialogue pas, mais ça veut dire j'ai renoncé par avance à ce que le dernier mot, ce soit le mien. J'aurais été très content de rester à l'ECAM, je suis même très frustré de me dire, il y a pas mal de choses qui sont au milieu du gué, et puis que je vais être obligé de refiler peut-être de manière un peu précipitée à quelqu'un que je connais pas encore. Enfin, c'est un peu frustrant. Mais voilà, quand le supérieur général m'a téléphoné pour me dire Joël, j'ai envie de te laisser sur la shortlist des gens que je vais présenter à l'approbation du chapitre, comme je lui ai trouvé toutes les raisons pour lesquelles j'étais pas l'homme de la situation, il m'a dit merci de ta franchise, mais je te garde quand même sur la liste, et j'ai mes raisons. Bon, j'ai accepté que le dernier mot lui revienne. Puis le dernier mot est revenu au chapitre. Tant de 80 pays qui disent si, on fait confiance, et faut aussi sentir les appels, voilà, comme quand je suis parti au Rwanda ou quand j'ai fait d'autres missions, il y avait une part de dialogue, mais c'est jamais moi qui ai eu le dernier mot, et on m'a toujours demandé peut-être de faire des choses pour lesquelles je me sentais pas totalement prêt, et donc je n'aurais pas fait ces expériences extraordinaires, je les aurais pas faites si on m'avait pas un peu, entre guillemets, forcé la main, quoi. Ma réticence personnelle aurait dit non, je reste dans ma comfort zone, comme on dit. Puis en fait, vraies aventures, elles se passent quand on sort un peu du cadre.
Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Enfin, quelle sera votre mission? Alors justement, on parlait de l'organisation. Au niveau de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, il y a donc, si vous allez sur publicité gratuite, on fait des pages de publicité dans Oui, allez-y. Voilà, si vous allez sur lasalle.org, bon, c'est le site, vous pouvez choisir la langue que vous voulez, et vous verrez, il y a dans l'annexe, il y a Dans le monde, et vous verrez qu'on a nommé, si vous avez vu la photo passer sur les réseaux sociaux, des 5 conseillers généraux, eh bien le monde lassalien, enfin les 80 pays dans lesquels on est divisé en 5 régions. Donc il y a un conseiller pour l'Amérique du Nord, un conseiller pour toute l'Amérique latine, un conseiller pour l'Afrique, un conseiller pour toute l'Asie, et puis moi j'hérite de toute l'Europe et le Proche-Orient. Donc ça va du Portugal à la Jordanie et de la Pologne au Sud-Soudan. Par une bizarrerie, voilà, le Sud-Soudan se trouve pour des raisons culturelles dans le périmètre du Proche-Orient. Ça fait une vingtaine de pays au total, et donc je crois autour de 400 œuvres éducatives très très différentes, depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'école alternative ou l'association de quartier pour aider les jeunes en difficulté. Il y a des choses très très différentes dans le monde lassalien, pas que des écoles d'ingénieurs. Donc oui, vous allez être un peu dépaysé par rapport à l'école ici, l'ECAM, sûrement. Sûrement, oui. Et donc vous êtes arrivé ici il y a 3 ans, 4 ans, je termine ma 4e année. 4 ans, d'accord, 4 ans. Et donc pour votre nouvelle mission qui vous a mené à l'ECAM, après toutes ces rencontres et ces échanges voilà, dans des causes humanitaires et internationales comme vous nous l'avez dit, après notamment ce que vous avez vu au Rwanda et ailleurs, est-ce que votre retour dans la vie française avec un certain niveau de vie par rapport à certains pays vous a surpris? Est-ce que votre passage à l'ECAM vous a paru peut-être pas moins instructif? Je sais pas trop comment le formuler, mais tout simplement parce que nous, nos problèmes d'étudiants peuvent paraître parfois dérisoires au regard des causes pour lesquelles vous êtes engagés. Alors, vous attirez l'attention sur le côté, je sais pas, Rwanda, ou bien, j'ai pas fait que de l'humanitaire, j'ai été, l'essentiel de ma vie, je l'ai fait comme prof certifié avec des conseils de classe et des copies à corriger, enfin, c'est peut-être pas très exotique. Bon. Et puis, du côté des frères, alors ça peut paraître un peu paradoxal, on m'a quelquefois posé la question, voilà, l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, voilà, son nœud central de sa mission, c'est de s'occuper des jeunes, et en particulier des jeunes en difficulté, s'occuper de l'éducation des pauvres. Bon. Quand on est à l'ECAM, on est un petit peu loin du problème, a priori. Du côté des frères, il n'y a pas les vrais pauvres et les faux pauvres. On a quand même vécu des choses extrêmes ces dernières années. Moi, je pense, le boulot d'un frère, c'est quelque part d'amener un peu de fraternité, au moins. Autrement, ça perd son sens. J'ai admiré la manière dont certains jeunes ont traversé le Covid, etc. Enfin, il y a eu des choses d'une violence inouïe parmi les jeunes sur le campus, quoi. Perdre son père, sa mère, à une époque où on pouvait inviter personne aux obsèques, où l'école était fermée, où on n'avait que des visios. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont passés à travers des trucs, mais moi, chapeau, moi je me sens un petit garçon par moment. Enfin, on se prend aussi, je sais pas si tous les profs c'est le cas, mais moi, je me prends aussi des leçons d'humanité, de persévérance et de courage de la part d'étudiants, hein, si on est assez attentif aux situations. Du côté des frères, c'est clair, on s'attaque aux situations les plus extrêmes de pauvreté. Il y a un effet démultiplicateur aussi d'être dans une école d'ingénieur. C'est pas pour rien que dans une école comme l'ECAM, on demande aussi aux jeunes de faire un module engagement et responsabilité, d'être au contact avec eux. Si on forme les managers de demain qui vont aussi avoir une vision peut-être un petit peu sociale du boulot, qui vont peut-être traiter les gens, les employés, de manière un peu moins sauvage que certains groupes internationaux pour qui seul le profit compte. Mais je crois qu'on va avoir un effet démultiplicateur sur la pauvreté qui est infiniment plus grande que ce que l'on peut faire localement. Alors, il ne faut pas renoncer à une chose pour faire une autre. Il ne faut pas lutter contre cette problématique de l'urgence et de l'humanitaire. Là, il y a un réfugié ou il y a un type qui est blessé, l'urgence, c'est de le soigner, lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de réfugiés? Oui. En étant dans des universités, le secteur de l'enseignement supérieur, c'est ce qui se développe le plus dans le monde lassalien. Avoir aussi formé des futurs cadres qui vont peut-être avoir une autre vision du monde politique, économique, vouloir créer aussi des relations un peu plus humaines, fraternelles, pour reprendre mon mot, on ne sera pas passé à côté de la copie. Non. Donc je ne me suis pas senti déphasé en étant à l'ECAM, je ne me suis pas plus senti mal à l'aise en étant à l'ECAM, ou loin du jeu, ou moins près du jeu que quand j'étais au Liban, ou bien
ou bien avec les enfants de la rue. C'est deux facettes du même problème. Alors ça se pose plus en termes d'urgence quand le gamin il est couvert de poux et qu'on commencer par le nettoyer à l'eau de Javel. Bon, c'est pas souvent ça à l'ECAM, heureusement, c'est pas le problème. Par contre, voilà, si on a parmi les étudiants des gens qui vont aussi développer les économies locales, pas pousser des grands cris quand on parle de délocalisation, parce que délocalisation, ça veut dire que dans certains pays, on est en train de créer une classe moyenne qui tout d'un coup va développer le pays lui-même et faire qu'on aura moins de gens qui seront en situation de faim, de malnutrition, de non-accès aux soins. Tout ça, ça fait système, mais à condition d'avoir un horizon un peu ouvert, quoi. Est-ce que vous aviez des objectifs en arrivant ici? Et est-ce que vous avez pu les réaliser après ces 4 ans passés à l'ECAM? Ah, la question qui tue. Je repars avec beaucoup de frustration. Oui, justement, c'était peut-être un peu cet aspect fraternité, rendre un petit peu cette dimension internationale et cette vision un peu lassalienne. C'était un peu l'objectif de la salle, d'ECAM la salle en prenant ce nom-là, de se rapprocher un peu du réseau, envoyer un frère. Quand le projet est né, je ne savais pas que ce serait moi qui serais envoyé, mais c'était un petit peu ça l'objectif. Bon. Ça s'est sans doute pas passé pour des tas de raisons, ça s'est sans doute pas passé de manière optimale, parce qu'il y a trop de choses qui restent au milieu du gué, et puis voilà, la question de départ est amusante, quoi. Je vais partir, mais on sait toujours pas ce que c'est qu'un frère, d'une certaine Oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a des choses qui sont peut-être inachevées, mais entre-temps, comme je le disais, il y a eu presque 2 ans aussi de blackout, de fermeture, de Covid, mais ce que je n'ai pas réussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 manières de marquer de son passage, d'une certaine manière, soit dans ce que l'on a fait, puis peut-être que si on a jeté les embryons de quelques petites choses, c'est peut-être mon absence qui va provoquer des choses. Les gens à qui ils vont se dire « Ah, tiens, Joël n'est plus là, tiens, il manque un truc. » Mais c'est peut-être maintenant qu'il est parti qu'on s'aperçoit que c'était peut-être important. Non, je pense que vous avez quand même réussi à laisser une trace. J'avais une petite anecdote à votre sujet, donc un jour qui me concerne. Un jour, j'avais perdu mon écharpe et je suis allée au bâtiment F pour essayer de la retrouver. Et j'y suis repartie non pas avec mon écharpe, mais avec plus que ça, puisque vous m'avez offert une crêpe pour me réconforter de ma perte. Ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que vous avez été marquant, je pense, pour nous et pour beaucoup ici à l'ECAM, puisque vous nous avez offert plus d'un soutien d'un professeur et d'un frère, une part d'humanité, je pense, à l'ECAM, et aussi d'humour. Et alors pour vous prouver cela et vous remercier de notre engagement dans notre école, nous avons demandé à plusieurs personnes à travers une anecdote ou tout simplement un mot de vous témoigner ces remerciements pour votre passage. Et voilà ce qu'il en ressort. On en a récolté plusieurs, notamment grâce à l'aide de Madame Ricardez. Je vais vous en lire quelques-uns. Alors on a un mot qui nous vient de Bertrand, qui nous dit: Mon cher Joël, tu as été si souvent avec nous dans cette aventure de l'ECAM. Je n'ai pas vu le temps passer, comme si l'on a travaillé ensemble depuis des années, alors que je ne suis là que depuis 2020. Nos valeurs et nos affinités avec le réseau La Salle nous ont permis de nous rapprocher, encore plus récemment à Rome. Ce fut un plaisir d'avoir été en ta compagnie pendant ce séjour pour approfondir et connaître davantage Jean-Baptiste de La Salle et le réseau des frères des écoles chrétiennes. J'espère que nous nous reverrons dans les couloirs de la maison Generalis à Rome pour continuer à discuter et philosopher ensemble. Je te souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour cette nouvelle aventure. À très bientôt, Bertrand. Je vais moi lire un mot de la part de Lydie Bouillet. Cher Joël, je savais que ton arrivée chez nous ne serait qu'un passage parmi nous, mais quel passage! Merci d'avoir permis d'incarner la dimension fraternelle qui doit nous animer dans notre quotidien. Ce qui, tu le conviendras, n'est pas un long fleuve tranquille dans le bateau qu'est l'ECAM. Merci de m'avoir soutenu et soulagé dans mes missions. Merci d'avoir été là pour nos jeunes qui nous sont chers et ils sont bien tristes de devoir partir. Merci de nos pauses vitamines, même si dernièrement j'avais opté pour une autre vitamine, seul toi sauras de quoi on parle. Je sais que nos routes se croiseront encore et je l'espère vivement. Tu vas me manquer Joël, je te souhaite bien sûr le meilleur pour tes nouvelles missions. Ne nous oublie pas trop vite, envoie-nous des cartes postales des 4 coins du monde où les personnes auront la chose de t'avoir. Avec toute mon amitié, fraternellement, Lydie. On a juste un mot de Céline Simon qui vous décrit avec le mot hospitalité. Elle dit que vous avez proposé d'accueillir dans votre jardin les étudiants non-lyonnais pour une nuit de bivouac. Et le dernier mot, celui donc de Madame Ricardez, qui vous définit comme sexy boiseux Joël.
car selon elle, le contexte, c'était la graduation ceremony, où elle vous a demandé de venir avec, donc entre guillemets, elle a cité The Cassock and Flap. Donc pour ceux qui nous écoutent, il s'agit de la soutane du rabat, et du rabat traditionnel des frères. Ouais. Voilà, exactement. Et donc vous avez accepté de le porter, donc elle dit que tout le monde était très content et que les étudiants s'en souviendront. Nous avons aussi quelques mots papier que nous allons vous donner de la part de Maude Guillot, Elisabeth Rendu, Emeline Cellier, Loïc Audran, Naomi, Vincent et plein d'autres. Et vous avez aussi, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, nous lui donnons ici une petite pochette avec tous les mots de ces personnes, avec en plus une enveloppe de la part de Sandra Ricardez avec des souvenirs qu'elle vous donne. Et qu'elle a appelé le kit de survie. Le kit de survie. Alors, c'est pas très visuel, mais je vois déjà, en entr'ouvrant l'enveloppe, que dans le kit de survie, il y a une dose de café et une cigarette, histoire d'encourager mes vices. Merci. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté à l'ECAM. Merci à vous tous. Ça n'a pas été une parenthèse, au contraire, une autre étape marquante d'une autre façon. Et alors actuellement, donc on a Madame Ricardez et d'autres personnes qui rentrent dans la salle. Elle voulait vous faire un petit coucou pour vous remercier de tout ça. Alors vous voulez peut-être dire un mot, Madame Ricardez, aux frères Paluche. On t'a apporté des petites bonbons pour que tu puisses te rappeler de nous ou les offrir aux plus belles filles que tu trouveras dans ta nouvelle vie. On est triste, hein, on est triste. Sandra n'a pas renoncé à vouloir me caser. Pardon, j'ai coupé la parole à Louise. Je disais que tu vas beaucoup nous manquer. Hier, pour l'anecdote, quand on était en train d'écrire, j'ai dû mettre des mouchoirs parce que à côté de la feuille, il y en avait certains qui commençaient à me demander de sortir parce que c'était dur, c'était très dur. Mais bon, on t'aime beaucoup. Merci. Merci à vous et c'est sûr que vous allez beaucoup nous manquer. Et si vous voulez peut-être ajouter un dernier mot pour clôturer cette émission. Alors, j'ose pas vous dire bienvenue à Rome parce que bon, la maison est grande, certes, mais il y a quand même un petit peu, voilà, on serait obligé de se pousser un petit peu si tout le monde vient ensemble. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je pourrai vous revoir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'être invité à l'ECAM pour l'une ou l'autre circonstance. Il faudra que ça se case dans un emploi du temps qui promet déjà d'être un petit peu serré. Vous serez invité à d'autres radios si vous le souhaitez, dans tous les cas. Alors, ce qui est bien, c'est le podcast. Voilà, les fichiers MP3 voyagent à travers le monde. Voilà. Ouais. Je continuerai. Alors, j'avais commencé un petit compte Instagram qui était juste pour le fun. C'était surtout pour savoir ce que faisaient justement les étudiants, parce que c'était le moyen le plus efficace de savoir un petit peu les nouvelles. Alors je me suis pris au jeu, j'ai posté quelques photos, donc je crois que je vais continuer à mettre des petites choses. Voilà. Nous, on va continuer de suivre ça. Oui, je vais vérifier les followers qui s'inscrivent. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous et pour tout ce que vous avez fait pour l'ECAM. Nous remercions donc le Club Aéro et le BDS pour leur participation. Un grand merci et une bonne continuation aussi à Frère Palu, qui va beaucoup nous manquer ici à l'ECAM. Si vous voulez suivre ses aventures à l'étranger, retrouvez-le sur son Instagram, @fjp_678. Merci aussi à vous tous de nous écouter et rendez-vous en septembre pour le prochain podcast. Avant cela, pour finir comme d'habitude sur une note musicale, nous écoutons aujourd'hui Barthélémy Labat, élève en 4e année d'ECAM Engineering, @BarthélémyLBT sur Instagram. So you wrote a song for me and pretend to feel this way, but too bad I know you well, and your heart is nothing but a block of steel. Oh, I just wanna be honest, you too open to me. What is it inside your chest, just to know what you feel. Instead of lying your ways, I'll leave you if you do it again. You're gonna do it again. You're gonna do it again. This stupid song is so silly.
talks about how much you care for me. But if there's one thing that you don't show, it is the feelings that you make. Oh, I just wanna be honest. You're too open to me. What is it inside your chest? Just to know what you feel. Instead of flying your ways, I'll leave you if you do it again. You're gonna do it again. You're gonna do it again. You're gonna do it again, again. How can we carry on like this? I don't ever know who you are. No lie, no lie, no lie. I'll accept you whatever you feel. Please just talk to me. For real, for real. Are you gonna do it again? You're gonna do it again. Are you gonna do it again?